Bonjour à tous les fans de basket européen. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec l'hebdo Euroleague, et puis on a eu l'habitude de se retrouver à 4, parfois à 3, et aujourd'hui on est en duo, on est en amoureux avec Romain. Comment ça va Romain ? Salut Corentin, salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoute, on fait aller malgré la crise sanitaire comme il l'appelle. En tout cas, on a du pain sur la planche aujourd'hui, et ça tombe bien, il n'y aura pas Olivier ou Matt ou Adrien pour nous piquer du temps de parole, on va pouvoir s'épancher comme des petits cochons et raconter nos vies. On a pas mal de choses à dire, donc je te propose qu'on commence tout de suite. On va parler des résultats des 2 journées passées, parce qu'elles se suivaient dans la même semaine. Ensuite, avoir une petite discussion sympa, détente, tranquille, et enfin terminer sur ta chronique, qui, je le pense, sera excellente comme d'habitude. Let's go! Allez, c'est parti, on a du boulot. Allez, au top. Alors on va reprendre tout simplement les résultats des 2 dernières journées, à savoir la journée 22 et la journée 23. La journée 22, il y a eu le Real Madrid qui s'est imposé de 10 points contre le Panathinaikos Athènes, 76-66. Il y a eu également Valence qui a perdu d'1 point contre le Žalgiris Kaunas, 79-78. On en parlera plus en détail si je me souviens bien. On a également l'Asvel qui a été s'imposer contre Baskonia. Belle opération pour les Lyonnais, 83-77. Le CSKA Moscou qui a été chercher une victoire de 3 petits points contre l'Alba Berlin, 71-68. Il y a également Barcelone qui a été s'imposer de 4 points contre le Zénith Saint-Pétersbourg, 85-81. Milan qui a été s'imposer contre l'Olympiakos le Pirée. J'ai toujours un doute. Olympiakos le Pirée, Olympiakos, enfin bref. Olympiakos, 90-79 pour Milan. Le Fener, lui, a été chercher une belle victoire contre le Maccabi Tel Aviv, 82-75. Le Bayern a réussi à sortir vainqueur de son duel face au Khimki Moscou, 95-93. Et enfin, l'Anadolu Efes a été s'imposer contre l'Étoile Rouge de Belgrade, 86-72. Est-ce que tu aurais 2-3 infos sur la journée 22 ou est-ce que tu veux que je passe tout de suite à la journée 23 ? Non, bah, ça tardait un petit peu sur la journée 22. On reviendra en détail sur le Valence-Zalgiris qui a été assez intense. Sur les petites infos à donner, comme ça, il y a eu la très bonne performance de Weiler Bab avec le Bayern contre le Khimki. Il termine avec 25 points, 8 rebonds, 5 passes, 2 interceptions et 1 contre. Donc grosse performance pour lui, 38 déval. Il monte en régime lui, hein. Ouais, et il y a un duo du côté du Bayern qui monte pas mal sur les lignes arrière, c'est Weiler Babs Sile, et les deux sont ultra intéressants. Alors oui, certains diront que c'est le Kim qui est en face, mais le match a été assez accroché puisque le Bayern ne gagne que de 2 points. Donc voilà, il y a cette performance de l'Américain. Il y a aussi Calates. Calates, moi j'ai envie de poser une question parce il était pas loin de le faire cette semaine qui plus est contre le Zénith. Mais le Grec était proche du triple-double finalement. Euh, il termine avec 9 points, 7 rebonds, 12 passes. Donc on sait que ce mec est ultra complet. Et j'ai bien l'impression que d'ici la fin de l'année, il va nous en préparer un. Euh, on sent que c'est un vrai patron dans cette équipe, le cerveau de la bande et qui est le dépositaire de l'organisation et du jeu. Il fait plus de la moitié des passes collectives de son équipe, donc il a, il a un gros apport sur le jeu. Il y a aussi un Gabriel Deck qui, face au Panathinaikos, s'est montré. Ça fait plaisir de voir l'Argentin à ce niveau-là cette semaine. C'est du 29 déval, voilà, contre le Pana, dans une équipe du Real qui arrive à gagner et trouver toujours quelqu'un capable d'apporter. Donc là, c'est 20 points, 9 rebonds, 3 passes pour lui, en ne ratant qu'un seul shoot. Donc c'est ultra propre, donc ça fait très plaisir de le voir là. Ouais, ça fait du bien. On le voyait un peu moins en vue sur les derniers matchs, notamment sur ces fameux post-up et renversements de jeu de la totale pour un décalage à 3 points. Il était moins bon, je le voyais moins en rythme, mais ça fait du bien. C'est un joueur que j'apprécie beaucoup et qui est précieux. On le remarque pas beaucoup sur un match.
si on n'y prête pas attention. Et au final, c'est un joueur qui a un volume de jeu incroyable. Ouais, c'est vrai qu'il est ultra, ultra bon dans un soir comme ça. C'est sa meilleure performance de la saison. Et c'est quand même son 5e match. Cette semaine, il conclut une série de 5 matchs à plus de 10 d'évaluation, ce qui ne lui était pas arrivé depuis le début de l'année. Donc on sent effectivement que Gabriel Deck est dans une très bonne forme. Il est obligé de se démultiplier malgré l'arrivée d'Alex Tyus. On sait que Randolph manque beaucoup. Donc dans un profil où il faut amener des points, il faut amener du Q-basket, ben, lui est là. Et Pablo Lasso, c'est très bien les qualités qu'il possède. Clairement. Euh, Est-ce que tu voudrais nous parler encore de quelques stats ou on attaque le match de cette journée là qu'on a regardé, alors pas ensemble, mais qu'on a regardé ensemble, enfin qu'on a regardé chacun de notre côté. Bah, je pense on peut y aller. On aura d'autres petites infos à donner plus tard. Mais Ouais. ouais, partons sur ce Valence Zalgiris qui était très intéressant. Allez, je me suis régalé. Alors, j'ai pas mal de trucs à dire sur le match. Après, rien d'y penser, j'ai un peu des frissons parce que je m'étais pas trop exprimé sur le Žalgiris. J'ai vu quelques matchs. Valence, pareil, mais c'est les deux équipes qui pratiquent le jeu qui m'intéresse le plus à l'heure actuelle. C'est du basket collectif comme j'aime, mais je suis amoureux de certains joueurs. Hein, et je vais les citer pêle-mêle, mais Will Aberry, Joku Baitis, Dublevic. Thomas Walkup, Grigonis, enfin c'est un régal. Et puis c'est marrant parce qu'en début de match, Valence a été très bon en leur sortant un 5-2 tout de suite d'entrée. Et puis au final, quand on regarde à la fin du premier quart-temps, le Žalgiris revient à égalité, c'est un 20-20. Et puis d'un coup, bah, de la 13e à la 40e minute, le Žalgiris fait la course en tête avec un gros 27-18 dans le deuxième quart-temps. Valence essaye de revenir. Et quand je regarde le match, je me dis que au final, c'est des détails qui font que Valence ne gagnera pas parce que même s'ils font des rapprochés, ben, à chaque fois qu'il y a un bon stop, derrière, il va manquer les 2-3 shoots de suite à 3 points qui vont faire revenir l'équipe. Et voilà, c'était dommage, mais je me suis régalé. Et waouh, Geoffrey Lauvergne, quoi. Je sais pas ce que t'en penses, mais il me régale. C'est un plaisir de voir comment il s'éclate dans cette équipe. Bah, c'est clair, on le dit depuis le début de saison, on le sentait déjà venir rien que sur la signature. C'est vraiment un club qui lui correspond, un club qui joue sur des valeurs notamment humaines. On sait que Joe Lauvergne fonctionne beaucoup là-dessus. C'est un mec qui a de l'énergie, qui s'investit pas dans un projet s'il n'y a pas une réalité derrière. Et là, ce club défend beaucoup de valeurs, joue avec beaucoup de valeurs. Et ça lui correspond tellement bien. Il est très mobile. Ses coéquipiers arrivent à le trouver. Voilà, sur des passes lobées, il a plus qu'à mettre le couvercle et il le fait avec toute la hargne qu'il a. Et voilà, ça donne un Français qui a un rôle quasi majeur dans une des plus belles équipes de l'Euroleague. Euh, et voilà, c'est ultra kiffant à voir. Comme tu le dis, le Zalgiris, il joue tellement bien que ne serait-ce que sur ce match, il y a 5 ou 6 joueurs à plus de 10 d'évaluation. Ça Mm. montre bien qu'on on se trompe pas quand on fait la promotion de cette équipe. C'est vraiment un basket léché. Et Geoffrey Lauvergne n'a besoin que de ça pour se sentir bien. Ouais, c'est clair. Et c'était intéressant de voir son duel face à Dublevic. Moi, je me suis régalé. Et puis, on s'est rendu compte que malgré tout, Dublevic a eu du mal à s'exprimer face à lui. Et puis, j'ai l'impression que le Monténégrin a également, sur deux trois shoots au poste, tu vois, les moves habituels, il a pas réussi à terminer ses actions et mettre dedans. Et c'est ce qui va coûter cher à l'équipe. Malgré tout, c'est un match que j'ai trouvé, comment dire, surprenant, parce qu'on a un Žalgiris à plus de 50% à 3 points, contrairement à Valence. Et de l'autre côté, Valence, je me suis dit, bon, bah, vu qu'ils n'arrivent pas à rentrer à 3 points et tir, ils vont essayer d'insister sur de la transition, sur créer des décalages pour aller casser le panier. Et un casseur de panier comme Derrick Williams, il a joué que 6 minutes sur le match. C'est ce que toi aussi, ça t'a surpris, ces différents faits là? C'est
Ouais, après, pour reprendre déjà Dubljevic qui revient, Valence a enregistré les retours de Dubljevic et de Marinkovic. Oui, Marinkovic, le Serbe dans qui le est 5, tout de ouais. suite propulsé dans le 5, ouais. Mm. Mais on sent du coup que l'effectif de Panzarno a un besoin de retrouver des repères avec ces joueurs-là. Euh, Derrick Williams, si je ne dis pas de bêtises, en plus il se fait un petit peu mal. Je sais plus si c'est sur ce match ou sur celui d'avant où il y a une cheville qui reste un peu bloquée. Donc bon, c'est voilà, il y a un effectif de Valence, on le sait, qui est très fragile en ce moment. Euh, alors, ça laisse la part belle, hein, Louis Labéry qui est dans le 5 fait 19 dévals et marque 17 points. Mais on sent que le patron est en train de revenir. Il a quelques difficultés, ça fait un petit moment qu'on l'avait pas vu. Euh, Va falloir lui faire de la place, donc il faut trouver des solutions. On voit tout de suite que le jeune Pradia ne joue même pas. Ouais. Josep Puerto ne joue pas non plus. Donc voilà, on sait, c'est un moment difficile pour cette équipe. Et pourtant, ce qui est assez drôle dans l'équation, c'est qu'ils perdent le match d'un point. Alors, on va parler de cette fin de match un peu folle, mais ils perdent d'un point. Et pourtant, quand on regarde les stats, ils ont une meilleure évaluation que l'équipe d'en face. Il y a 93 dévals pour Valence et 87 pour le Zalgiris. Et c'est ça qui est assez crève-cœur avec cette équipe, c'est qu'elle joue hyper bien. Parce que clairement, c'est toujours un régal de voir Valence. Ils ont les stats qui vont avec et ils perdent. Voilà. Ils perdent sur, comme tu l'as dit, des détails. Et pourtant, ce match, si Kalinic, dans les 7 dernières secondes, fait pas une erreur en se jetant bêtement euh, je sais pas, c'est voilà, c'est assez bizarre parce il y a plein de, comme tu dis, il y a plein de petits détails où tu te dis putain, mais pourquoi ils font ça, pourquoi ils font ça. Euh, et ils arrivent quand même à être à égalité sur un tir incroyable de Van Rossum. Kalinic fait 2 sur 3 au lancer, rebond offensif un peu volleyé. Van Rossum, il jette la balle, on ne sait pas d'où ça part et finalement il donne même un point d'avance à son équipe. Euh, et là, le miracle. Voilà, c'est quand ça veut pas. Et le Zalgiris va planter le couteau dans le dos de Valence avec un Grigonis donc déjà, il reçoit la balle quasiment sur le buzzer de la remise en jeu parce que la défense, elle est serrée, c'est très très limite, faudrait vraiment compter. Ouais. Euh, il drive, il y a une espèce de prise à deux qui se met en place et là, il fait un reverse, il passe au milieu des deux défenseurs, il est en déséquilibre, il jette la balle, ça tombe dedans. C'est Voilà. Spanoulinesque. Ah ouais, c'est ça, c'est digne des plus grands moments de Kill Bill. Et vraiment, voilà, enfin, en plus, il fait un match pas ouf, Grigonis, il est qu'à 10 Ouais. déval, enfin voilà. Mais quand tu as une équipe qui est en réussite face à une équipe qui ne l'est pas, qui a un mauvais karma en ce moment, ça donne ce match-là qui est ultra alléchant et qui finit par un buzzer beater. Donc voilà, c'était génial à voir. Et du coup, Valence, ouais, ça continue de descendre au classement parce que du Ouais. coup, ils sont à 3 défaites de suite, ils sont 11e. Euh, et pourtant, on voit que la qualité, elle est là, c'est ça qui est fou. C'est terriblement frustrant et voilà, moi j'ai beaucoup d'affection pour cette équipe, mais tu vois que malgré tout, il reste concentré, qui cède, et ça c'est commun aux deux équipes, hein, qui cèdent jamais à la facilité de jouer de l'ISO sur leurs joueurs dominants. Il y a une réelle volonté de faire plaisir et de rester concentré dans les moments chauds. Et malgré tout, voilà, ce match, c'est un truc à voir et à revoir parce que ouais, rien que le dernier carton, il vaut son pesant de cacahuètes. Et voilà, moi j'ai adoré la gestion du timing, du tempo de Thomas Walkup, tu vois, qui voit très bien quand est-ce qu'il faut lâcher un petit flotteur, un tir en tête de raquette, lâcher la balle tout simplement, ou temporiser face à la grosse défense tout-terrain de Valence. Non, franchement, c'est une belle, c'est deux belles équipes. Mais je peux pas me sentir, enfin, je suis très frustré pour Valence. Tu vois ce que je veux dire? C'est Ouais, clairement.
Mais bon, il y aura d'autres matchs. La saison est encore longue, même si les matchs filent. Et puis, de toute façon, c'est à la fin de la foire qu'on compte les bouses. C'est ça qu'on dit, non? Ouais, exactement, exactement. Et voilà, on espère que Valence va se retrouver. Et je tiens, avant qu'on passe à autre chose, je tiens aussi à faire un clin d'œil à un joueur qui, je ne savais pas du tout ce qu'il allait donner dans cette équipe. Et finalement, aux Zalgiris, il y a un joueur qui est plutôt pas mal, qui s'est bien montré justement face à Valence, c'est Augustin Ruzic. Mais non, tu l'avais noté? Ah, pareil! Ouais, ouais, il m'a marqué dans ce match. Et puis finalement, quand tu te remémores les autres matchs de Zalgiris, tu Mhm. fais, ah ouais, mais en fait, Il il est jouait? souvent là. Non, mais c'est ça, c'est bon, bah, t'as en mémoire l'année dernière avec l'Olympiakos où bon, il a fait une saison somme toute quelconque, hein. Et là, tu fais, ah ouais, mais le mec, en fait, quand il a décidé de taffer et il le fait vraiment. Et puis Mhm. il a une vraie carte à jouer en complément d'un Lauvergne ou des mecs comme ça dans cette équipe. Et c'est très intelligent de l'avoir récupéré. Il est ultra élégant et ultra précieux, je pense, dans cet effectif. Ouais, un vrai couteau suisse, hein. Il sait bien se placer dans les angles de passe pour pouvoir envoyer quelques pralines à 3 points. Non, il m'a régalé, hein. C'est pareil, je l'avais noté. C'est une bonne pioche. Dernière chose pour moi, c'est que voilà, on a parlé de Spanouilesque pour Grigonis. Je pense qu'il y a un peu de ça chez lui. Mais pour tous les rageux, ce qui est un blog italien qui l'avait mentionné, pour moi, il n'y a pas de marché. Voilà, comme ça, c'est carré. On en est. Je l'ai dit. Et il devient coutumier du fait, le garçon, parce que c'est pas son seul tir au buzzer, non? Ben non, c'est pas le seul et c'est bien parce que on a un Spanoulis qui gentiment s'approche de la retraite. On commence un petit peu à être triste en se disant, mais oui, mais qui c'est qui va nous régaler comme ça? Ben là, on a un Non. héritier qui est plutôt pas mal. Il est pas grec, malheureusement, mais c'est pas grave. On s'y fera à ce qu'il soit lituanien. C'est pas grave. Ouais, c'est ça. Et puis bon, tu sais, il y a certains airs de Jara sans lui, ça fait du bien aussi. La question, mais ça, on en parlera. Pourquoi pas dans une autre émission? Parce que il y a deux, trois infos qui m'intéresseraient de savoir les transferts de l'année suivante, hein. Grigonis restera ou restera pas au Žalgiris? Les bonnes- la bonne petite question bien chaude comme ça pour essayer d'exciter tout le monde. Euh, alors, moi, je t'avoue qu'il est voué à partir. Est-ce que ce sera l'année prochaine? Je sais pas. Tout va dépendre de ce que vont faire les Zalgiris sur cette fin de saison, les ambitions qu'ils vont avoir pour l'année prochaine. Euh, il y est bien là-bas, c'est le leader clairement. Euh, Après, s'il doit partir, je ne sais pas quel club, même s'il joue en blanc, mais je ne sais pas quel club pourrait Ah, l'accueillir. ouais, Voilà. Euh, ouais, d'accord. Suivez mon regard. Moi, je le vois soit à Et la Casablanca, où il aura un très bon rôle au sein du Real Madrid. avec un petit duo à former avec Abaldé. Ah ouais, clairement. Clairement, ce serait le futur et le futur du basket européen, clairement. Sinon, à Valence, honnêtement, tu le verrais pas, toi, à Valence? Je trouve qu'il irait tellement bien dans cette équipe. Il irait bien, mais alors, je veux pas leur manquer de respect, mais est-ce que dans la marge de progression de Grigonis, on souhaite pas jouer le titre? Valence, ça jouera le titre, mais dans 3 à 4 ans. Grigonis, là, il est peut-être à point là, pour aller rejoindre un très gros qui joue le titre. Hmm, Euh, c'est vrai. je sais, Ah, quand je tu... sais, Ouais. je sais pas si Valence, avec le mercato qu'ils ont fait là cette saison, ils vont pouvoir se le permettre. Parce que C'est bon, il y vrai. a quand même des noms qui sont arrivés. Mais ouais, le Real, je sais pas si le Fener aurait intérêt à le prendre parce qu'il y a quand même pas mal de monde sur les lignes arrières et pas mal de joueurs qui font déjà bien le taf. Mais ouais, la Maison Blanche, pourquoi pas? On sait qu'il y a une génération qui va s'en aller. On Mhm. parle souvent de Rudy ou d'un Jeffrey Taylor qui arrive un petit peu sur la fin du très haut niveau en Euroleague. Euh, voilà, il y a des places, il y a une place à prendre là-bas. Le Real est en train de se donner un petit coup de neuf avec des Halosen, des Abaldé, un Walter Tavares qui arrive dans la fleur de l'âge. Enfin voilà, c'est une pièce en plus que pourra avoir Pablo Lasso et là, enfin, l'équipe deviendrait un petit peu galactique, hein, pour reprendre le terme footballistique pour le Real, mais
Voilà. Oui, il les voit partir. Est-ce que ce sera la saison prochaine? Je sais pas. Je le vois bien encore un an aux Zalgiris, histoire d'aller jusqu'au bout d'un projet, surtout que là, il redémarre avec Schiller. Donc voilà. Mais ouais, il va partir, c'est sûr. Il va vouloir aller taper plus haut, quoi. Ah, c'est clair. En tout cas, on lui souhaitait. Non, lui, c'est- Let's go, on enchaîne sur la journée 23. La journée 23, il y avait aussi quelques gros matchs, mais c'est un peu redondant. À chaque émission, je dis ça, hein. C'est vrai qu'à chaque fois, il y a des gros matchs en Euroleague, hein. C'est pas l'NBA. Alors, alors c'était le classico de Romain, Baskonia, Žalgiris Kaunas. Baskonia s'est imposé 80-68. Il y a également Asvel Villeurbanne, Lyon-Villeurbanne, pardon, contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Et c'est les Lyonnais qui ont été s'imposer à Belgrade, 80-78. Il y avait le Real Madrid qui a été gagné contre l'Alba Berlin, 72-63. Il y avait également le Pana qui a, j'ai pas les mots, désossé Valence, hein, 91-72. Ouais, on en parlera peut-être. Le Bayern qui lui s'est imposé de 3 points face au CSK, et c'est le match qu'on a choisi de traiter. Milan. Milan, est-ce que Milan convainc enfin? Ah, c'est une bonne question. Qui a été s'imposer contre Zénith Saint-Pétersbourg 82-76. Le Barça, lui, a gagné de 2 petits points contre l'Olympiakos. Et enfin, le Fener a gagné 107-76 contre le Khimki. Beaucoup de choses à dire sur toutes ces rencontres, mais une des choses les plus importantes pour moi, c'est que voilà, je me suis concentré sur la FIBA Europe Cup et regarder les matchs de mon équipe favorite, l'Iraklis, et je vous avoue que j'ai pas eu le temps de regarder pas mal de matchs en Euroleague, et il y en a quelques-uns qui valent leur pesant de cacahuètes sur le papier, donc je vais me les faire. Après, faut voir si dans la réalité ils étaient si excitants que ça. Romain, t'as 2-3 faits, 2-3 stats à nous compter, j'imagine, sur la journée 23. Ouais, et puis ben, on va commencer par notre équipe rigolote de l'année, c'est le Khimki Moscou, du coup qui en prennent 31 dans la valise. Enfin voilà, comment dire qu'ils touchent le fond. Et en plus, donc, ils prennent 31 points. Le Fenerbahçe fait 155 d'évaluation collective. Je sais pas, enfin, j'ai pas la stat sous les yeux, hein, mais il y a moyen que ce soit parmi les plus gros totaux de la saison, voire de l'histoire de l'Euroleague sous l'ère moderne, hein. Je vais essayer de faire ça rapidement. Donc, 155 d'évaluation collective, avec 4 joueurs à plus de 20 d'éval, et un petit 29 passes décisives. Voilà, propre. C'est honteux. Au vu du Pour le pognon Fenerbahçe. dépensé et du papier, j'ai un copain la dernière fois qui me disait le Kimki, ça pourrait viser le titre. Je dis bah oui, mais ça c'est dans le meilleur des mondes. Mais oui, oui, sur le papier, ça peut viser le titre. Dans un monde avec Alex Jvet qui comprend le mot collectif, peut-être. C'est clair, il Euh, devrait refaire une pige en NBA qui comprenne ce que c'est le collectif. alors, du coup, je confirme, le Fenerbahçe a la meilleure évaluation de la saison. Voilà, c'est le record cette année. Et je vais essayer de trouver la stat sur l'histoire de l'Euroleague. Mais voilà, du coup, une vraie démonstration collective du Fenerbahçe. Euh, il fallait pas s'attendre à mieux de leur part. Ils foutent 60 points sur le deuxième et troisième quart-temps. Enfin voilà, c'est juste affligeant pour l'équipe d'en face. Et du coup, alors pour la petite stat, c'est la neuvième performance all-time de la part du Fenerbahçe, le record étant le Maccabi Tel Aviv avec 175. Donc bon, voilà, c'est quand même assez énorme ce que vient de nous faire le Fenerbahçe face à une équipe qui définitivement n'a pas envie de gagner et vise la draft parce que voilà, enfin, Jved joue 36 minutes, il y a des sombres inconnus dans l'effectif. Ils ont viré Jerebko, Greg Monroe. Il y a quasiment plus personne dans cette équipe. Ouais. Donc voilà. Des grosses Ils pertes visent pour l'Euroleague, hein. c'est ça. Ils visent les tours de draft. Voilà. On s'arrêtera sur ça pour le Ouais, Kimki. ouais, cette équipe, voilà, elle m'énerve autant qu'elle me fascinait en début de saison. Parce que tu te dis, voilà, perdre Jerebko et Monroe, deux ex-NBAers pour l'Euroleague, bah, c'est clairement embêtant. J'aurais bien aimé les revoir ailleurs, mais bon, vu que on peut plus recruter maintenant d'autres joueurs d'Euroleague, selon le règlement, ils vont sûrement jouer en Eurocup ou aller en Chine. Je crois que Greg Monroe, pardon, a déjà signé en Chine.
Alors, il y a une offre sur la table de la part de Malaga Ah, en de Eurocup. Malaga? Alors là, Ouais, il alors y a là, eu une offre, mais c'est pareil, il va falloir essayer de comprendre. Malaga, il y a 0-3 dans le top 16 de l'Eurocup. mhm. Ah, mais avec Est-ce Greg qu'un Monroe, seul ça peut changer les choses, hein. Ouais, je suis pas sûr. Malaga a beaucoup plus de problèmes qu'un simple pivot. Mais Ah, bon, écoute, c'est clair, mais s'ils s'il veulent tenter le s'intègre bien. pari, ouais, ils Ouais, peuvent tenter le pari. De toute ah oui, façon, ça coûte rien. changement de coach, ils ont changé de coach, ils peuvent avoir Greg Monroe, pourquoi pas, hein, se jeter les derniers espoirs dans la bataille, c'est possible, hein. Mais voilà, il y a une offre de Malaga en tout cas. Puis peut-être accrocher la Coupe du Roi ou éliminer un gros en playoff de Liga ACB, ça pourrait être intéressant. Mais oui, ils ont des gros problèmes, cette équipe de Malaga. Et je Mm. savais pas pour le coup. C'est intéressant. Ouais, mais Je m'imagine la chose. c'est tombé dans la journée là. Voilà. Et Jerebko, Euh, rien là-bas? Pour l'instant, non, à part que du coup, Jerebko va pouvoir disputer les fenêtres internationales avec la Suède. C'est lui qui l'a annoncé sur les réseaux en disant qu'il rejoignait son équipe nationale. Ça peut faire du dégât parce qu'il me semble Ah qu'il y a oui. un duel contre la Turquie qui se prépare et les deux équipes veulent se qualifier. Je ne sais pas si la Turquie va pouvoir avoir son naturalisé. Euh, Larkin? que ce soit Larkin ou Wilbekin, mais du coup, voilà, en tout cas, la Suède va arriver avec Jerebko, donc ça peut être intéressant. Ah oui, oui, il peut faire du dégât, le garçon, hein, il peut faire mal. Ça pourrait être intéressant de le voir shooter comme un cochon. Grave. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre de notable sur la journée? Bah, du coup, j'attendais surtout qu'on parle aussi de la journée 23 pour souligner la belle semaine de Carlos Alocen, le petit protégé d'Olive, qui du coup, sur les deux matchs de la semaine, fait 13 dévals puis 11 dévals, ce qui sont ses meilleurs résultats cette saison. Donc voilà pour le meneur du Real, la petite pépite du Real. À noter aussi la bonne semaine de Norris Cole, qui fait du bien à un Asvel qui vient de conclure. Enfin, conclure, non, on l'espère pas, mais à l'instant T, ils en sont à 4 victoires de suite. Et Norris Cole a fait 18 et 25 déval, donc voilà, c'est super. Un Asvel qui gagne, qui a peut-être trouvé enfin la formule magique, et qui du coup, à mon avis, prépare un petit réajustement dans son effectif avec le départ de Freeman Mhm. pour la Chine. Lui, c'est sûr, c'est la Chine, donc il va pouvoir retrouver, alors je lui manque pas de respect, mais qui va pouvoir retrouver un championnat à sa taille, et il va pouvoir mettre beaucoup de paniers là-bas. L'Asvel avait aussi déjà acté le départ de Lomash, et du Ouais. coup, voilà, donc sur la base arrière, on en a parlé nous en off, va y avoir donc soit des joueurs à remettre en responsabilité, on pense à du William Howard, du Paul Lacombe, du Matthew Strazel, des combinaisons à avoir sur ce poste 1-2. Voilà, Olivier nous parlait d'une association Antoine Dio Strazel, pourquoi pas. Jongler aussi avec le dernier arrivé. Alors, ça y est, j'ai perdu son nom, je l'ai confondu avec un autre joueur. Mhm. C'est Derrick non, c'est si, Walden, Derrick Walton. Walden Junior, c'est ça, non? Ouais, il faut que. C'est l'ex des Clippers, là. Et moi aussi, à Voilà. chaque fois, je le confonds avec Corey Walden de l'Étoile Rouge Il y sur a ça, et Houston, puis moi, l'autre jour, hein. j'ai cherché, je me suis complètement trompé de prénom. Derrick Walton, c'est ça, Derrick Walton Ouais. Jr., qui peut être aligné aussi, du coup, avec Norris Cole. Donc voilà, l'Asvel est sur une bonne dynamique, ils vont réajuster. On sait de toute façon que Tony Parker fait les choses toujours avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intelligence. Donc voilà, ça fait plaisir de voir l'Asvel enfin enchaîné, enfin rassuré. Alors oui, quand on regarde la ligne de stats, c'est pas toujours ultra collectif. Il y a beaucoup de matchs qui sont sous les 20 passes collectives, mais au moins ça gagne, c'est efficace. On a des joueurs comme Lighty, comme Cole, voilà, qui font le boulot. Donc on est très content pour nos Français. Et ensuite, comme petites infos, la grosse semaine de Yann Vezeli, qui est probablement le MVP de la semaine. Mhm. 29 déval contre le Maccabi, 27 contre le Kimki. Je vais te faire plaisir. Et puis il va falloir avouer un truc, c'est que c'est moche, mais ça gagne. Et Milan est à la troisième place du classement. Voilà, ils sont à 6 victoires de suite.
C'est pas convaincant, j'ai pas l'impression, mais au moins ça gagne. Voilà, on en a assez parlé. Ils sont troisième, voilà, tant mieux pour eux. À voir maintenant ce que ça va faire et où ça va les mener. Et enfin, avant ça va introduire aussi le match qu'on a repéré. Mais la petite info de la semaine, c'est malheureusement la blessure de Nicolas Milutinov, qui est Ouais. out pour la saison. Et ça, c'est très triste. C'est très triste. On va pouvoir en parler du coup et enchaîner avec le match Oh du oui. CSKA de Bayern. Ouais, ouais, parce que les Twin Towers, là, Milutinov, Shengelia, ouah, j'ai pas les mots parce que t'en as un qui est solide, dur au mal et qui va réceptionner des ballons, qui va enfoncer dedans, qui a progressé en défense. Je trouve qu'il a, notamment sur la première mi-temps notamment, il a bien fait reculer J.R. Reynolds, donc Milutinov, et de l'autre côté Shengelia qui peut partir la ligne à 3 points et terminer sur une action de haute voltige où il évite 3 joueurs et il finit, tu sais, en circus shot là. C'est juste magnifique, hein. Il mobilise toujours 3 joueurs Son move adverses. jordanesque, là, tu veux me dire, là, son Ouais, move sous le cercle, incroyable, il non? est, il est incroyable celui-là. Et je me suis dit, faut que je pose la question aux garçons, mais j'avais rarement vu Shengelia avec cette dextérité balle en main. Ouais. On sait qu'il peut remonter le ballon, on sait qu'il est capable, Oui, mais oui, là, oui. en un quart temps, il nous fait donc ce cross au niveau de la ligne à 3 points dans le Mhm. corner. Il passe sous le cercle à la Jordan face à 3 défenseurs, il marque. Et avant, ce qu'il faut dire, c'est que, alors il rate le panier, mais 2 ou 3 actions avant, il part en contre-attaque et à pleine vitesse, il fait la Bodiroga. C'est ça. Il fait main gauche, il envoie la balle main gauche en avant, il la reprend main droite. Bon, derrière, il rate le lay-up, Ouais, mais je me suis dit, mais attends, mais il nous fait quoi, Toko, là? c'est clair. Il est All-Star Game, en fait. C'est Et ça. Avec c'était un régal. une interception, des mains actives en défense, il va bien mobiliser 2 joueurs pour lâcher la balle sur Milutinov qui lui, bah voilà, hein, c'est le canon serbe, il y va et il tape là où ça fait mal. Il va se faire stopper une fois, pas grave, il se relève, il revoit au combat. Non, c'est fou. C'est leur peinture, c'est ce dont j'ai longtemps rêvé. Et puis Schengelia, ouais, ça fait 2 ans, tu vois, depuis la saison dernière, je trouve qu'il a vraiment trouvé qu'il est beaucoup plus affûté. Il a perdu du poids, ça se voit clairement. Et il a dû travailler différemment parce qu'il est si fluide, si il a une dextérité incroyable. Il peut faire des mouvements d'arrière ailier quoi. Alors que le garçon poste 4-5, il peut y jouer tranquillement quoi. Mais c'était un régal. Et comme tu le dis, cette peinture du CSKA en début de match fait énormément de mal au Bayern, qui pourtant a des éléments à proposer. Et là, ils ont voulu tout de suite envoyer du bois. Enfin, Trinchieri a envoyé ses soldats parce que dans le 5 majeur du Bayern, c'est Reynolds et James Gist. Et c'est C'est deux ça. espèces de gros bestiaux ultra physiques. Et en fait, tu as un duel entre donc le côté athlétique qu'ont les intérieurs du Bayern et cette espèce de finesse, d'élégance technique qu'ont les deux autres, que sont Schengelia et Milutinov. Et en début de match, c'est une guerre dans la peinture. C'est ça. Euh, et en plus, ce qui est assez rigolo, c'est que du coup, on parle de la finesse et de l'élégance des mecs du CSK, et pourtant, c'est eux qui vont aller le plus vers le cercle. Et de Mhm. l'autre côté, le Bayern, eux, vont jouer différemment avec du coup des joueurs capables quand même, donc ils sont très physiques, mais ils sont capables de s'écarter à 2 3 mètres. Et en fait, ils vont les trouver quasiment que sur du pick and pop, donc c'est-à-dire Exactement. un écran et l'intérieur va s'écarter plutôt que de foncer vers le cercle. Et c'est comme ça que il y a un duel à distance qui se met en place. Milutinov dans le premier quart-temps est monstrueux. Ouais, il envoie un Il met petit quatre- 3 aussi. il envoie un 3 points en fin de possession, donc déjà tu te dis bon bah ce soir rien ne pourra lui arriver. Et Euh, puis surtout, tu le vois très expressif, comme Shengelia. Les deux super expressifs, ils se tapent dans les mains, derrière la tête, tout ça. Tu vois qu'il y a quelque chose qui se passe, quoi. ouais, c'est ça. Qui sont Et contents de jouer ensemble. Milutinov fait quand même 14 points dans le seul premier quart-temps sur Ouais, 27 de son équipe. C'est ouais, assez, ouais. enfin, c'est monstrueux, quoi. Et Le il sort mec en fin de carton, hein. il sort en fin de quart-temps. Bon, après, on y viendra, mais du coup, c'est le moment où il se blesse et là, on voit que c'est plus la même. Mais le premier quart-temps, mais c'est leur moment. Aux deux, là, Schengelia Milutinov, c'était un régal.
Et de l'autre côté, voilà, c'est ça. Trinkieri, il s'est dit bon, du coup, en fait, les deux esthètes là, ils sont en train de nous rentrer dans la gueule. On va jouer différemment. Et voilà, cette relation que peut avoir des Wheeler-Bab, des Baldwin avec leurs intérieurs à les trouver sur du pop, ben, ça a très bien fonctionné. Et puis finalement, ben, ça fait un carton plutôt équilibré où le CSKA n'a que 2 points d'avance. Ouais, Et, c'est clair. C'est clair et ça parce laisse que présager d'un gros match. ouais, c'est ça. En vrai, enfin, on va pas se mentir. Si toi t'étais coach en face de Reynolds et James Gist sur du pick and pop, tu changes pas, tu les laisses shooter, y a pas de souci, tu passes derrière, puis tu blindes au rebond. Et là, malgré tout, bah, sur le premier quart-temps, ça rentre pas trop dedans. Il reste dans, on va dire, dans les mêmes scores, enfin dans les mêmes scores à peu près que dans la roue, pardon, du CSK, pardon. Et puis après, ils reviennent. Mais j'ai trouvé que, tu vois, le Bayern a ciblé toujours les bons joueurs à attaquer, ceux qui sont faibles en défense. Et ils ont provoqué 20 fautes sur le match, ce qui est à peu près 5 ou 6 fautes de plus que le CSK, je crois. Et Strelnieks, qu'est-ce qu'il a mangé, couillon? Oh là 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 là! Il a pris cher parce qu'il était tout le temps ciblé par le Bayern en attaque. Et j'ai bien aimé comment a fait tourner l'équipe. C'est Wellerbab, c'est ça? Ouais, Wheeler-Bab, ouais. Il a une ligne de stats folle. Je sais pas si tu l'as sous les yeux, mais ça m'a fumé de rire quand j'ai vu ça. Parce qu'il a une impression visuelle qui est incroyable, parce qu'il joue 26 minutes sur le match. Il fait beaucoup tourner la balle. Le gars finit avec un point sur lancer. 3 rebonds, 2 assists, mais une interception, 3 dévals. Donc c'est pas grand chose. Mais je trouve qu'il a bien réparti et je l'ai trouvé pertinent, tu vois. Et puis il s'est mis des pelées défensives, attention. Bon, après, il y avait pas Mike James en face, hein. On en parlera peut-être tout à l'heure. Ouais, mais c'est ça la richesse de l'effectif de Trinkieri, c'est que on l'a souvent dit, c'est que bah, il y a des joueurs de grand talent et tu sais pas d'où ça va venir. Je crois que c'est Olive qui le disait la semaine passée, c'est que tu sais pas d'où ça va venir et c'est très très illisible pour les autres équipes. Et quand Weiler Bab fait son match de fou là contre le Kimki, tu fais attention, on va le cibler. Et en fait, c'est pas du tout lui qui est monstrueux le match d'après, quoi. C'est Et là, ça. on a un Baldwin qui fait 22 points, 21 dévals. De toute façon, il y a 3 joueurs du Bayern à 20 dévals ce soir-là. Denis Sillet qui fait 17 points, 20 dévals, et Jalen Reynolds qui fait 16 points, 8 rebonds, 22 dévals. Et finalement, tu te dis, putain, il y a des mecs, mais par où est-ce qu'on va défendre? Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Euh, c'est des increvables ces mecs-là et c'est ultra plaisant. Comme tu le dis, Strelnieks, il a essayé de se donner et de faire ce qu'il a voulu en défense, mais le problème c'est que Baldwin, il lui a mis, enfin, je crois que c'est cette action-là et c'est Mhm. Strelnieks qui est concerné. Baldwin lui fait une, je sais même pas. C'était tellement propre dans son appel. Il fait un démarquage, il lui prend le backdoor. Strelnieks était déjà parti comme si ils allaient Ah jouer un oui, oui. écran. Et oui, et Baldwin était déjà parti ligne de fond. Ah, il Il était reçoit parti la chercher balle. un kebab. Et L'autre était là, déjà open. il met un énorme tomard et tu fais, ah ouais, mais les mecs sont trop forts, ils lisent trop C'est bien le ça. jeu. Et le CSK, ils ont été en difficulté sur ça, c'est que ben, le Bayern, ils savent bien cacher leur carte et même si tu connais à peu près les points sur lesquels ils vont s'appuyer, du Baldwin, du Reynolds, et ben, en fait, derrière, tu as tout un tas de possibilités que Trinkieri, euh, il joue avec d'une manière très intelligente. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Et lui, il s'amuse sur le banc, il rigole. Et il l'a dit dans une interview, pour moi, la saison est déjà réussie. Et ça fait du bien. Je voudrais aussi qu'on s'arrête sur le petit Komenko du CSK, que je trouve vraiment intéressant. Savoir si un jour il aura un peu plus de temps de jeu, peut-être au Kimki. Mais je le J'espère trouve pas. vraiment intéressant. Ouais, moi non plus. Et dernière chose, alors parce qu'on parlait de lignes arrière, notamment avec Komenko, c'est que bah, il a eu plus de temps de jeu, comme Darren Hilliard, parce que Monsieur Mike James n'était pas là. Et Hilliard a été, comment dire, je l'ai rarement vu aussi en forme et on en parlait avec Adrien et toi, je crois, une fois, ou avec Adrien et Mathieu. Mais il sait monter d'un cran, quoi. Et il a impressionnante facilité quand il monte d'un cran. Ce gaucher là, il met des shoots, waouh, des faces, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est que Ouais, le gars, il sait qu'il a plus de dribble, vas-y, il le prend quand même et ça rentre, quoi. Incroyable.
c'est un joueur qui peut être très très élégant pour l'avoir déjà bien scouté parce qu'en plus du coup c'est un ancien de la maison Spurs Ouais, et après en Europe il arrive du côté de Vitoria, donc autant dire que le personnage je l'ai vu pas mal de fois. c'est parti de C'est la vrai que famille. ce ouais c'est ça, c'est que ce garçon peut être très élégant mais aussi très irrégulier et il y a des moments où il va être ultra précieux comme il va pouvoir faire des dingueries et bizarrement à la fin du match le CSK a une balle pour égaliser. Et je sais pas s'il veut être le héros de toute la salle et voilà, mais et remplacer Mike James. Mais le problème, c'est que bah, il prend un shoot quasiment du milieu de terrain alors qu'il reste encore 3 secondes au chrono. Voilà, c'est C'est ça, ça. c'est qu'il peut être aussi classe que avoir un petit grain à un moment donné qui va complètement enrayer tout ce qu'il a fait de bien avant. Et voilà, mais Darwin Hilliard, ça peut être du très très beau. Ça, c'est un joueur offensif qui est très très sympa à avoir joué. En plus, pour connaître un petit peu le phénomène, étant gaucher moi-même, les gauchers Mm. sont assez casse-couilles. Et, et Darwin Hilliard en fait partie. Voilà, il est très fort. Il manque juste un petit peu plus de régularité et ce serait parfait pour lui. Alors peut-être que le CSK, c'est un peu trop pour lui s'il a envie d'être ultra régulier parce qu'on sait qu'en plus il aura pas forcément ni le temps de jeu ni les ballons. Mais pourquoi pas? Alors là, ce sera que mon avis, j'ai envie de m'enflammer, mais pourquoi pas tout simplement lui mettre un petit billet et le faire venir à l'Asvel? Au moins, on serait sûr de qui on a sur les lignes arrières, quoi. Je crois que j'ai perdu Corentin. Du coup, ben, je l'ai achevé avec Oh, mon histoire pardon. de l'Asvel. Bah ouais, c'est ça, j'ai dit belle idée quoi. Désolé, mon micro s'est coupé, mais ouais, ouais, tu viens de me surprendre et là d'un coup, tu sais, j'ai eu le flash. Franchement, ça me chaufferait tellement parce que là, je paye déjà que je voulais payer mon billet quelques fois pour aller voir l'Asvel contre les grosses écuries européennes, tout simplement bah, parce que quand t'as un mec James qui déboule en France, bah faut venir le voir, tu vois. Mais là, t'as un mec comme ça, lui, il peut tous les week-ends faire exploser la salle quoi. Ce serait le Bryant T. Weber du riche. Ah, mais Euh, ça peut être cool, hein. Ça peut être cool, clairement, franchement. clairement. Est-ce que tu as d'autres stats ou on passe à une petite discussion aujourd'hui? Pour moi, c'est OK. J'avais alors une petite dernière vraiment, mais de toute façon, c'est juste un clin d'œil pour essayer de parler un peu de tout le monde. Mais Mhm. Berlin est à 8 défaites en 9 matchs. On sait qu'ils sont pas là pour gagner le titre. On sait que René Cesse est en train de former ses gamins, mais voilà, quand même faire attention à un Berlin qui n'a plus gagné depuis un petit moment. Donc voilà, c'était le petit point pour terminer. Larkin est à 3 matchs à plus de 20 d'évaluation, 2 victoires en 3 matchs pour l'Anadolu. Est-ce que ça peut ramener du baume au cœur pour un Larkin qu'on a trouvé très triste jusque-là? Je ne sais pas, mais voilà. Du coup, après, moi, j'ai fait le tour de ces 2 journées qui étaient encore riches en enseignements. Bah écoute, je propose qu'on passe à la discussion parce que moi j'ai pas mal de choses à dire, mais c'est en fin d'épisode après ta chronique. Donc voilà. Donc ouais, est-ce que tu peux nous présenter le sujet de... Alors c'est pas vraiment un débat, c'est plus une discussion cette semaine. Ouais, c'est ça, c'est une discussion. On est parti du principe que vu qu'on était que tous les deux, on va se garder les gros débats pour s'écharper avec les autres. Et du coup, en fait, voilà, je voulais qu'on se pose tranquillement et ça va presque faire office d'interview voilà, d'office d'interview de moi envers toi. En fait, l'idée de cette discussion, c'est essayer de reprendre un petit peu le basket européen qu'on aime, essayer de voir à quel point il compte pour nous. C'est aussi un moyen de passer un petit clin d'œil à Basket Le Mag et du coup à Yann Casville qu'on avait reçu dans l'émission. C'était ultra cool, allez l'écouter. Oh Et ouais. du coup, en fait, voilà, c'est parler un petit peu de ce basket européen qu'on aime. Et en plus, j'ai la chance, du coup, de côtoyer Corentin qui a pondu un film magnifique sur le basket européen. Donc voilà, on va aborder différents sujets. Ça va pas durer une demi-heure, mais au moins échanger sur des petits trucs qui nous font kiffer, sur le pourquoi on aime tant ce basket européen. Et du coup, moi, la première question que j'ai envie de te poser, c'est euh, quelle a été ton idée quand tu as décidé de faire ce voyage dans toute l'Europe? Qu'est-ce qui t'a motivé voilà, pour te dire,
je pars, je vais faire le tour de plein de villes mythiques en Europe et je vais faire découvrir tout ça aux gens. Qu'est-ce qui t'a motivé, toi? Écoute, ça fait drôle de se replonger un peu dans sa mémoire parce que quand je sais qu'aujourd'hui j'ai une vie de passionné de basket européen, mais qui me fait du bien, tu vois, genre avoir des discussions avec Mathieu, Adrien, Ludo, toi, Olivier, tous les copains de la twittosphère basket européenne, on va dire, basket européen, ça fait du bien. Mais à l'époque, c'était pas ça. J'étais seul un peu, tu sais, à vivre ma passion dans mon coin. Et j'étais en dernière année d'école de commerce. Je me suis dit, bon, bah, il faut que je fasse un mémoire. Et mon mémoire, tu sais, c'était un truc sérieux. Et de l'autre côté, je me suis dit, mais j'en ai marre qu'on parle que de NBA, tu vois. Parce que j'ai beau regarder la NBA, ça m'avait saoulé un moment. Et je suis désolé, quand tu vois les gros matchs de Bourg-en-Bresse, avec Zach Peacock qui est énorme, qui regarde l'Asvel les yeux dans les yeux, des matchs d'Euroleague et des ambiances qu'il y a, je me suis dit, mais il faut faire quelque chose pour valoriser ça, quoi. On n'en parle pas assez. Et l'idée, c'était de mettre en valeur, on va dire, un continent qui aime aussi le basket, mais qui le met en valeur différemment, parce que le basket européen est bien différent du basket nord-américain. Et ma passion, elle m'était venue. Je pense que c'était un peu le cas aussi pour toi, c'était le déclencheur, hein, ce fameux reportage sur Léo Westermann, l'éclaireur d'Intérieur Sport. Alors je sais pas s'il est encore sur YouTube, mais enfin, moi, il a changé ma vie ce reportage, je sais pas pour toi. Ah, il m'a beaucoup marqué, et puis j'étais déjà attaché aux partisans, mais là, enfin, c'était l'occasion de voir un Français capable de te faire vivre de l'intérieur ce qui se passe là-bas, dans un club mythique, une ambiance particulière, avec un coach, c'est même plus un coach, c'est un sorcier. Donc ouais, C'est le mot. ce reportage a une valeur particulière, et j'aime bien prendre ce reportage comme témoin de plein de choses, d'un savoir-faire de leur part en Serbie. Alors toi, t'as pu le voir sur place, mais j'aime bien revoir cette équipe qu'il y a à ce moment-là, où tu as du Léo Westermann, tu as du Davis Bertans, il me semble qu'il y a déjà Milutinov. Enfin, tu as Mm. tout un tas de gars il y a du Bogdanovic. Euh, et finalement, dans ce reportage, tu te dis, waouh, les mecs, ils ont chié. Il y a eu des critiques sur le coach, notamment quand il est passé par Limoges. Euh, et finalement, quand tu regardes l'effectif de cette époque-là, tu dis que ben, en ce moment, ils sont soit en NBA, soit des joueurs importants en Euroleague. Enfin voilà, c'est des mecs qui ont bossé dur. Euh, c'est voilà, c'est une méthode de travail qui paye. Bertens le dit beaucoup dans le reportage où il dit Mhm. un jour j'espère que ça va payer. Ouais, it will Aujourd'hui, pay off one day. ouais, exactement. Et pourtant, quand tu entends Léo qui parle de shoot avec des gants de chantier, à savoir positionner ses doigts en portant une chaise sur trois doigts, enfin, tu te dis, mais les mecs, ils vont trop loin. Et en fait, non, tu sais que ça paye. Et moi, c'est vraiment un truc qui me fascinait. Et toi, voilà, en plus, tu as eu la chance de te déplacer là-bas, chez Club Ennemi, hein, on va quand même remettre les choses dans son Attention, contexte. attention, faut remettre les choses dans le contexte, exactement. Voilà, mais voilà, toi, tu as pu voir ça et c'est clair que c'est un truc qui nous anime, ce genre de reportage. Et puis, parce que comme tu l'as dit, le basket européen, c'est une autre culture. C'est c'est autre chose que l'NBA et c'est tout aussi riche et important. Enfin, moi, je trouve. Ouais, ouais, c'est clair. Parce que si tu veux, en gros, moi, pour remettre les choses dans le contexte, c'est comme ça que je suis devenu fan du Partizan. Ce qui aide pas, c'est que ma tata est serbe et bah, dans sa famille sont fanats du Partizan, mais que le Partizan a pas pu me recevoir pour une question de problème de date. Donc du coup, j'ai été voir l'Étoile Rouge. Et même en voyant l'Étoile Rouge, j'ai pu, tu vois, genre apprécier comment les gens sont passionnés là-bas et voient la chose différemment. Tout simplement parce que j'ai vu les trois aspects du club. J'ai vu le côté, on va dire, plus institutionnel, présentation du club, visite de la salle des trophées, etc. J'ai vu un samedi matin toutes les plus grosses équipes du basket amateur serbe venir pour des plateaux de basket féminin pour des catégories de gamines. Et ensuite, j'ai vu le gros match amical contre Nizhny Novgorod, qui était un match assez intéressant, parce que c'était un match de préparation. Et au final, tu prends du recul, tu te dis quelque part, le basket est bien ancré là-bas et que il a des racines profondes, notamment dans la formation et l'ordre social de la société serbe, il y a une qualité de travail incroyable. Les gens sont passionnés et ils y mettent toute leur envie. Ça fait vraiment du bien. Parce que nous, on voit pas la chose comme ça quand on est juste fan de NBA, tu vois. C'est marrant, mais il y a la NCAA, la NBA,
tout est bien classé, tout est bien codifié. Mais je vais reprendre les places fortes d'Euroleague, vu qu'on est sur un hebdo Euroleague, mais tu prends l'Olympiakos, le Pana, le CSK, le Barça, Real, mais aussi les 2 équipes de Belgrade, bah, c'est aussi des clubs omnisports. Et ce qui fait pour moi le gros intérêt du basket européen, c'est que généralement, quand tu supportes une équipe, tu supportes toutes ces sections, quel que soit le sport, du water-polo au basket ou au foot. Et pour moi, ça a fait quelque chose ça a résonné en moi, tu vois, parce que t'as quand même une histoire passionnante par rapport à ça et un héritage social important. Notamment quand tu parles du Partizan, bah, c'est les Orthodox Brothers, des gens du PAOK. Et qu'est-ce que c'est le PAOK? C'est un club de personnes qui sont nées en Turquie, d'origine grecque, et qui ont dû repartir après la Première Guerre mondiale en Grèce. Et tout ça, c'est un héritage et ça se nourrit d'un cadre spatio-temporel bien intéressant. Parce que concrètement, contrairement à ce qu'on pourrait nous dire, hein, le basket européen, c'est pas des salles vides, c'est pas des speakers qui sont mauvais, trop de sponsors sur, sur le parquet ou sur les maillots. Non, c'est pas ça, c'est pas des maillots mal taillés. Non, il y a beaucoup plus que ça. Et c'est ça que j'ai voulu mettre en valeur. Et je pense qu'on partage ça avec tous les copains du podcast, et c'est pour ça qu'on se parle à l'heure actuelle. C'est qu'on sait apprécier ces choses-là, et on sait à quel point elles sont précieuses. Je trouve ça intéressant que tu dis ça. Enfin, j'allais y venir, mais t'as tout de suite abordé le sujet et je trouve ça très bien. C'est que pour moi, donc on a l'NBA qui est un show, qui a sa propre histoire. Il y aurait plein de choses à dire. C'est très cool. Mais j'ai l'impression que le basket européen et comme on a dit, les places fortes. Comme tu as parlé de l'Olympiakos, tu as eu la chance d'aller à Belgrade dans un vrai giron du sport. On sait qu'Olivier a pu aller à Kaunas. Euh, je trouve que les clubs européens, notamment ceux qu'on a en Euroleague, ne peuvent pas se détacher d'une histoire, mais d'une histoire pas que sportive, mais qui tient d'une société, qui tient de l'histoire avec un grand H. Euh, et c'est ça qui est passionnant parce que dans ton film, on le voit, tu parles de certains clubs, ou même quand on en parle en dehors, tu parles de clubs, tu parles de trucs, et il y a toujours une anecdote qui est liée à autre chose qu'au basket, à Ah, une c'est histoire clair. de vie, à des personnages importants, à des mouvements qui ont fait que. Je me souviens du podcast où on avait parlé du basket serbe, euh, Mhm. etc. Et où on se dit que le Partizan, à un moment donné, sont obligés de jouer toute une saison en Espagne. Et aujourd'hui, ils ont ce lien indéfectible entre les deux clubs. Et je trouve que c'est ça qui fait la richesse du basket européen. C'est que ok, on met pas tout sur le show, sur le clinquant, etc. Mais il y a des vraies histoires de fond, il y a des vraies rivalités, il y a des vraies histoires. Et je trouve ça exceptionnel. Et ça, les gens doivent s'en rendre compte. Et si vous l'avez pas fait, allez voir le film sur Corentin. C'est pas que de la pub gratuite, c'est vraiment que il y a des choses à apprendre. Il y a des choses à apprendre et Corentin le fait très bien en le transmettant parce qu'en plus du coup de connaître les histoires des clubs, Coco a quand même une espèce de culture incroyable sur l'histoire des villes, des pays, etc. Et qui apporte un plus parce que c'est indéfectible de ce que sont ces clubs-là. Et je trouve ça génial et les gens doivent se rendre compte de tout ça. Et, et justement, Coco, pour toi, euh, si tu devais tirer, allez, on va dire deux, trois noms de villes, de places fortes, on va venir sur l'ambiance après parce qu'il faut qu'on en parle, mais sur des villes où le basket est une religion et où ce sentiment d'appartenance est ultra présent. Pour toi, quels sont ces clubs, toi qui as eu la chance de voyager autant? C'est con, tu vois, j'en ai des frissons, mais je peux pas parler tu vois, de Limoges comme toi parce que j'ai jamais été à Limoges. Mais bientôt, t'inquiète, je viendrai te rendre visite. Mais il y a 2 villes, enfin, allez, trois, je vais dire trois, qui m'ont marqué beaucoup. C'est par, si tu veux, la proximité de te dire, je peux jouer sur le terrain de basket de mon quartier et je peux ensuite me retrouver dans la grande salle, jouer contre l'ennemi juré, un gros derby du championnat national. Ces 3 villes, pardon, c'est Athènes, Belgrade et Bologne. Je vais m'expliquer tout simplement parce que tu trouves des playgrounds partout, qui plus est de plutôt bonne qualité, ça faut le dire. En plus de ça, on a la chance dans ces villes-là de voir des gens
qui appartiennent à des sociétés sportives, tu vois. C'est pas les gens qui vont acheter qui vont payer un pass pour aller jouer à l'Hoops Factory, non, non. Ils prennent leur licence dans un club, souvent ils y ont un rôle, ils sont bénévoles dans ce club-là, ou toute leur famille a toujours été socios, entre guillemets, de ce club-là. Et tu vois qu'il y a une réelle connexion entre joueurs de playground qui va se faire plaisir sur le terrain de Calais Magdan ou certains terrains d'Athènes. Mais en même temps, le week-end, le gars a sa licence au Panionios Athènes et joue des matchs pour le club de son cœur, ou à Maroussi, ou sinon à Belgrade, à l'Étoile Rouge, alors le club du OKK Belgrade. Enfin, il y a vraiment une connexion et une culture basket inhérente. Et tu le vois ensuite dans les tags, tu le vois dans les fresques murales. Et ça, c'est quelque chose qui est assez, comment dire, putain, d'en parler, j'en ai des frissons, hein. C'est ça qui est assez, on va dire, perturbant. Quand tu viens d'une ville comme moi, à Metz, on n'est pas vraiment une culture basket, parce que tu te dis, je suis au bon endroit. Tu vois ce que je veux dire quand t'es passionné? Tu te dis, waouh, il y a des gens qui pensent et qui ressentent les choses comme moi. Et ça n'a pas de prix. Ouais, je comprends, je comprends. Et du coup, ces villes qui vivent basket, qui c'est une religion pour eux, euh, j'imagine que du coup, tu nous as parlé d'Athènes, de Belgrade. On n'est pas loin aussi de se dire que parmi ces équipes, on a quand même les plus belles ambiances en Europe. Euh, Ouais. on est d'accord entre la salle du Pana ou même le Pionnier à Belgrade, on reste quand même dans les plus belles ambiances d'Europe. On est d'accord, tu partages aussi. Bon, toi, t'as été l'été, toi, t'es là quand les mecs sont plus là. Mais, euh, mais ça reste quand même pour toi les salles mythiques, même de mémoire. Pour petite info, du coup, j'ai le dernier magazine de basket, le Mag, sous les yeux. Euh, leur classement, on fait le top 3. Les premiers, du coup, c'est l'OAK d'Athènes. Le 2 c'est le Pionnier. Et le Mhm. 3 c'est la Ülker Arena d'Istanbul. Euh, Ouf, alors on là, est, on est pas loin des meilleures ambiances d'Europe, quand même. ouais, clairement. La Ulker Arena, je sais pas. Si j'ai jamais été, et je t'avoue que je trouvais que c'était trop moderne pour sentir vraiment le basket européen, tu vois. Il manque quelque chose. Malgré tout, c'est une salle magnifique, hein. C'est un truc à voir. Mais ouais, dans le top 3 c'est. Après, tu vois, t'as Bologne, mais c'est pas l'Euroleague, tu vois. Donc, c'est dur, hein, franchement. Il y a aussi Tel Aviv, on n'en parle pas beaucoup, mais être joueur au Maccabi, il paraît que c'est une aventure humaine incroyable. Rien que pour l'ambiance dans la salle et dans la ville, tout le monde vous reconnaît, quoi. Donc, ouais, est-ce qu'on mettrait pas la salle du Maccabi devant celle du Fenerbahçe? Alors, je trouve ça drôle. J'espère que Yann Casvi nous en voudra pas. Je vais un petit peu spoiler leur top 10. Mais du coup, justement, après l'Ulker Arena, on a la salle de Tel Aviv qui est en quatrième position, celle du Zalgiris en 5. Oh, Euh, elle est loin quand même. et effectivement, mais bon, enfin, là, ça reste quand même le gratin des belles salles. Ouais. Euh, Arrive en sixième position, et là, du coup, ça me touche particulièrement, Yabo Blanc à Limoges. Ensuite, en septième position, on a un deuxième club grec, du coup, avec celle de l'Olympiakos, le stade de la paix et de l'amitié. Celle de l'Éphèse en huitième position. Bologne arrive neuvième. Voilà, donc Mhm. ils ont bien souligné cette ferveur en Italie. Et ensuite, se conclut ce top 10 avec la salle de Salonique en Grèce. Ça, ouais, je l'ai pas trop mentionné parce que tu vois, on est dans un hebdo Euroleague, mais tu vois, Salonique, c'est une ville de basket, mais c'est avant tout une ville de clubs. Il faut savoir que les trois clubs sont en première division, Aris, Iraklis et PAOK. Et quelque part, tu ressens dans la ville que les gens sont passionnés par leur club. Mais que ce soit volley, basket, water polo, handball, foot, c'est un truc de malade. Et au final, pour moi, tu peux pas dire que, par exemple, à Thessalonique, la meilleure ambiance, c'est PAOK ou Aris. Non, pour moi, c'est une ville de basket, tu vois, parce que les trois salles ont des ambiances différentes et elles sont intéressantes. Mais le vrai fait qui a mentionné pour moi, parce que toutes ces salles-là ont du charme, et même si je rêve de voir Beaublanc, Beaublanc, à mon avis, c'est pas comme la Jalgirio Arena, tu vois.
Et la Gelguirio Arena, c'est pas comme l'OAK. Je pense que tu vois, genre, il y avait plus une ambiance sympa à la Gelguirio Arena qu'à l'OAK un soir de match. Ouais, Moins je comprends. agressive, en tout cas. Je comprends. Et, et pour le coup, enfin, Beaublanc, c'est en France. Alors, je vais rester quand même assez humble, même si dès qu'un Limougeot parle de basket, ça s'enflamme très vite. Mais en France, c'est un petit peu un pèlerinage à faire. Enfin, pour moi. Ouais, il faut. Euh, et tu vois, je m'en rends de plus en plus compte avec vous qui arrêtez pas de me dire, ouais, faut qu'on vienne, on a envie de découvrir cette ambiance si particulière. Nous, on la connaît, on a baigné dedans. Enfin, moi, depuis que j'ai 7 piges, on m'y traîne, j'y vais avec plaisir. Même quand le club il est moins bien et que tu les détestes un peu, tu fais, allez, vas-y, c'est Beaublanc, quoi, c'est ton club, et, et c'est clair que Beaublanc, c'est un soir où, où c'est très chaud. Il y a, pff, il y a rien à Alors, dire, c'est une super ambiance. C'est une vraie je super vais, ambiance. je vais dire un truc qui, je pense, va te toucher. Quand tu vas au Cibona Zagreb, quand tu vas au Pana ou à l'Étoile Rouge, le premier club dont il te parle en France, c'est Limoges. Donc il y a pas de débat. Je pense que c'est la meilleure ambiance de France parce que j'ai vu ça à la télé. Mais en termes de renommée, dans toute l'Europe, les gens te parlent de Limoges. Ils te parlent de Pau aussi, mais c'est plus le sportif. Certains ils vont te dire ouais j'ai joué à Limoges, j'ai pris une chier, tu vois. Et, euh, et ça je trouve ça génial parce que au final nous on voit sûrement que le sportif. Mais il y a aussi des gens qui font, comme les gens de Basket Le Mag, qui font des classements sur l'ambiance et sur les supporters. Quel type de personnes ils sont. Et moi, je suis clairement admiratif. Et ouais, ça fait partie de mes plus grands regrets pour l'instant, c'est pas avoir été à Limoges ni à Beaublanc. Mais bon, on y remédiera bientôt. Non, on va y remédier. Puis je souhaite que tout s'arrange pour que Beaublanc se montre sous son meilleur visage. Euh, c'est vrai que c'est une sensation incroyable, Beaublanc. Voilà, c'est d'une rare ferveur. Les gens sont, comme je t'ai dit, il y a les passionnés, mais il y a surtout une tradition et à Beaublanc, il y a tout qui se mélange, mais à la fin, c'est pour une seule et même chose, c'est faut taper l'équipe d'en face. Non, mais que ce soit le CSK qui se déplace avec Nando et Milos Teodosic, ou que ce soit les soirées où c'était Boulazac ou Poitiers quand on était en Pro B ou en National 1. Et tu auras toujours ce côté où les supporters vont te pourrir. Ils vont te faire sentir que sur le terrain, ils sont cinq, mais qu'il y en a un sixième qui en cache 5000, 6000 dans les tribunes. Et c'est ultra particulier. Enfin, pour avoir vécu les deux titres, les deux derniers titres de champion de France, notamment, enfin, on en avait déjà parlé, mais celle dans le stade où tu peux remplir deux, trois fois Beaublanc, tu fais waouh, waouh, on est vraiment un peuple de tarés ici. Ah, c'est énorme, mais le Et problème en France, tu vois, et c'est aussi un débat, je vais te poser la question, est-ce que pour une belle salle de basket, il faut pas des fumigènes? je sais pas s'il faut des fumis. Je sais pas. Moi, je pense que ce qui est important, c'est d'avoir on va dire un peuple. On aime bien parler de peuple quand on parle de ces sports-là et de ces salles-là, mais il faut un peuple qui te suive et qui a ce club tatoué sur le corps et cette histoire qui pèse. Et des clubs comme ça en Europe, il y en a plein, il y en a plein. Et c'est ça que les gens doivent aussi cerner, c'est que il y a le poids de l'héritage, il y a des histoires qui datent depuis longtemps. Et c'est pas rien en plus. On fait un podcast lundi et samedi, il y a le classico entre Limoges et Pau. Ça va être terrible de Oh voir oui. Beaublanc vide pour un classico comme ça. Mais mais tous les clubs européens, enfin voilà, enfin l'Olympiakos, le Pana, il y a le derby aussi cette semaine en Euroleague. Tu te dis que voilà, s'il y avait eu 100% de supporters dedans, mais ça aurait été une formidable ambiance. Et voilà, il faut compter sur ce genre d'ambiance et sur tout ce qui se passe dans ces clubs-là. Faut parfois prêter attention à tout cet héritage et toutes ces histoires. C'est magnifique
et j'aimerais revoir bien sûr le CSP un jour en Euroleague se frotter à ces équipes et revoir un public rageur comme ça et à vouloir détruire l'adversaire rien que par le bruit. Mais Et voilà, tu vois, c'est ça me plaît, c'est important de le mentionner. Parce que les, euh, les Jean-Mich NBA qui vont dire oui, mais là c'est le derby, c'est contre les Clippers, machin et tout. Oui, parce que là, les deux équipes de Los Angeles sont au top. Mais en NBA, il y a combien de joueurs qui ont porté le maillot des différentes franchises? Je dis pas club, franchise. C'est des franchises, c'est privé. Il y en a combien? Et 300, 400 plus, ça représente plus grand-chose. Et est-ce que les gens de la ville sont vraiment corrélés à ce club-là? Je crois pas tellement. Alors que, tu vois, genre, généralement, même quand l'équipe d'en face est toute pétée à Thessalonique, par exemple, que le PAOK est au top et que l'Aris est moins bien, non, non, il faut gagner. Et généralement, ben, c'est le club qui est le moins bien qui va refaire sa saison ce soir-là et on se souviendra que de ça. Et ça c'est des histoires, et j'utilise justement pas le storytelling, donc l'anglicisme pour le dire, c'est qu'il y a des histoires à raconter là-dessus et que nous, amateurs et passionnés du basket européen, c'est notre rôle de raconter ces histoires-là. Et comme le fait très bien Basket Le Mag notamment. et du coup avec ces clubs mythiques, il y a un truc qui va de pair. C'est Olivier du coup qui nous avait soufflé un peu l'idée et la question avec tout ce qui se passe en ce moment. Mais forcément, ces grands clubs sont mythiques, sont légendaires et qui sont suivis par de très nombreuses personnes. Mais tout ça, il en découle une certaine pression populaire et des obligations de résultats qui parfois arrivent à créer des tensions et d'un petit problème, d'un épiphénomène, on en arrive à des trucs qui finissent en people, en drama, etc. Et notamment là en ce moment, on a le cas avec Mike James. Ça fait 2 fois Ouais. qu'il menace de partir du club. Euh, est-ce que toi qui as fait le tour un peu de ces clubs mythiques, alors voilà, t'as pas été traîné du côté de Moscou, mais est-ce que justement les gens que tu as rencontrés te parlent de ça, de cette pression et qui fait que parfois un petit truc devient énorme et quel poids ça a sur eux. Alors moi je sais que côté de Limoges, il y en a beaucoup qui ont subi ça ou qui se sont acclimatés facilement, mais c'est vrai que voilà, toi qui as rencontré aussi un public qui est beaucoup plus Euroleague et centré sur notre discussion, est-ce que ils t'ont parlé de ça? Ouais, ouais, et tu supportes différemment en fonction de ton caractère. Voilà, en fait, mouiller le maillot, représenter le maillot, la ville, c'est quelque chose qui est vraiment important pour les gens. Faut pas l'oublier, tu vois, et ça dépend de trois facteurs. Alors, il y en a bien sûr d'autres, hein. Ça dépend du joueur en lui-même, du coach, mais aussi des dirigeants. Quand tu as un dirigeant comme l'ancien propriétaire du Pana, euh, qui va chauffer ses supporters pour gueuler, enfin pour protester, pardon, contre l'Euroleague ou contre l'Olympiakos, ça rajoute un peu de piment et tu comprends que sur le terrain, tu as intérêt à mouiller le maillot. Quand ton coach, c'est une légende vivante comme Doulé, qui est une légende vivante du Partizan et qui est attaché à ce club-là et qui est détesté par les gens de l'Étoile Rouge, c'est différent. Et ça dépend du joueur. Et pour ça, bah, je vous demanderai simplement d'aller sur YouTube ou sur tout autre moteur de recherche vidéo, de banque vidéo, et vous tapez Teodosic Arrival in Bologna. Et vous voyez comment Teodosic est accueilli à Bologne. Et les premiers mots que les gens lui disent, c'est Fortitudo merda. C'est les gens crient Fortitudo bip. Enfin, je sais pas si tu te rends compte du truc, mais j'imagine que tu as déjà vu la vidéo. Mais quel caractère il faut avoir pour s'appeler Teodosic et arriver et tout sourire et puis prendre ça normal parce que tu as été élevé là-dedans, quoi. Je trouve ça génial, quoi. Et, et c'est ça qui a forgé mon amour pour le basket européen. Cette pression-là, elle existe et des fois, elle te fait vriller total. On le voit notamment cette saison, hein, avec la Virtus qui veut chercher absolument le titre en Eurocup pour aller en Euroleague et les différentes frictions qu'il y a eu avec Markovic, Teodosic ou le coach Djordjevic. On l'a vu avec Barcelone, avec le CSKA et Mike James, donc tout ça est bien sûr corrélé. Après, tout le monde le gère, enfin il y a des gens qui le gèrent différemment, hein, parce qu'on voit comment le Real le gère, bah, tout est en sérénité, et d'autres non. Et quelque part, c'est ça qui est excitant, parce que sinon, ce serait toujours plat, on s'embêterait.
C'est ce qui nous anime à Limoges, ça, pour parler d'un truc que je connais, c'est cette pression populaire qui fait que des fois, tout part n'importe comment, tout, je te dis, un épiphénomène devient un drama et nous, on a cette culture, voilà, parce que quelque part, sans faire injure aux autres clubs qui est sur Limoges, mais pour nous, on n'a que ça, en fait. On n'a que le CSP et c'est un amour inconditionnel. Et je comprends, hein, tu vois, enfin, tu parles de Milos qui arrive à Bologne et on lui montre tout de suite un peu comment ça se passe, tu vois, on lui pose le cadre, on lui dit, voilà, c'est comme ça, si t'as un truc à retenir, c'est ça. Bah, que ce soit un jeune supporter ou un nouveau joueur au CSP, le premier truc qu'on va te dire, c'est mec, t'as un match à gagner, hein. Enfin, t'en as deux dans l'année, hein, c'est Pau. Pau. Voilà, direct. Ouais. Enfin, Vous tu êtes un peu cherches les pas. Marseillais du basket, non? Ouais, mais c'est ça. Mais c'est ça. Ben, de toute façon, enfin, on m'enlèvera pas de l'idée que ces deux clubs ont beaucoup de points communs. Bah oui. Entre Bah oui. l'OM et le CSP, il y a beaucoup de points communs. Mais voilà, je comprends que cette pression puisse faire tourner la tête des gens et que des fois les dirigeants, ben, devant les gens qui font tourner ce club, que ce soit les supporters, les abonnés, les fans d'ailleurs, et ben, des fois, ils se retrouvent un petit peu coincés euh, et que ça crée voilà, des petites tensions. Euh, Coco, avant qu'on finisse cette discussion, moi j'aimerais Ouais. savoir un endroit où tu aimerais aller. Là, si aujourd'hui on te réouvre les frontières, les voyages, s'il y a un endroit ou deux où tu aimerais aller que t'as pas Alors, j'en avais visité noté encore. beaucoup. J'en avais noté beaucoup. J'aimerais bien aller au Žalgiris, celle de Kaunas. Euh, je crois qu'il y a pas besoin de rajouter beaucoup plus de choses. Après, pour Non. le reste, c'est compliqué. Il y a beaucoup de destinations qui me chaufferaient. Tu vois, En Euroleague, par exemple. en Euroleague, Ouais. euh, j'aimerais bien voir vraiment le Fener, quoi. J'aimerais bien voir comment que ça se passe. Ou le CSK, l'un ou l'autre, parce que voilà, le CSK, tu vois, t'as tout le lettrage soviétique, l'héritage de sa société soviétique qui m'intéresse. Et de l'autre côté, le Fener, c'est pas le club nation, mais pourtant, ça en a bien l'air. Mhm. Et toi? Moi, si je dois rester bah là, j'ai un panel beaucoup plus large que toi parce que du coup, moi, j'ai pas encore visité ces clubs-là, mais forcément, il y a le Pionnier. Là, Ouais, c'est sûr, obligé. Même si je suis pro-partisan et à jamais dans le cœur, juste l'ambiance du Pionnier, qu'importe, je veux juste qu'elle soit pleine, cette salle, et que ça gueule. Donc voilà. Euh, Après, il y a les deux équipes d'Athènes. J'ai vraiment envie de voir mhm, ces clubs si particuliers. Euh, le Zalgiris, forcément, parce que là, encore un stade au-dessus. C'est un amour différent et ça a l'air d'être tellement sincère dans ce club. Mais tout club n'est qu'amour, en fait, j'ai l'impression, et j'ai c'est envie de ça. vivre Mm, ça. mm. Euh, et puis après, euh, ouais, peut-être le Fener aussi. Ouais, le Fener T'as qui est. t'as pas dit Vitoria. T'as pas dit Vitoria. Non, j'ai pas dit Vitoria, mais oui, on sait que c'est une belle ambiance, mais voilà, s'il y a vraiment des priorités, ce serait cela. Ouais. Ou un petit derby Maccabi à Poel. Ça me chaufferait bien aussi. Bon, en tout cas, j'espère que pour les auditeurs, j'espère que cette petite discussion un peu improvisée autour voilà, de nos motivations, de notre amour pour le basket européen et de l'importance qu'il y a de s'arrêter parfois au-delà d'un nom, d'un club et de voir tout ce qui se cache derrière vous aura intéressé parce que voilà, on en profitait d'être tous les deux pour avoir une discussion un peu plus informelle que les débats d'habitude. Mais je trouvais ça plutôt intéressant de se pencher sur ces petites histoires-là. Et en plus, on a quelqu'un qui d'habitude présente et fait toujours le clown pour animer l'émission. Sauf que c'est lui qui a réalisé un film et qui a voyagé, qui a vu lui-même toutes ces petites choses et du coup, il fallait les mettre en avant. Merci, ça me touche et ça fait du bien. Au moins, quand ça va pas, au moins se rapprocher de ses premiers amours dans le basket européen, ça donne toujours du baume au cœur. Exactement. C'est l'heure de ta chronique là, c'est ça? Bah ouais, bah ouais. Ah, le Puis meilleur moment. Je t'écoute. on sera pas loin des sujets qu'on a déjà abordés. Euh, Il y a encore 2 heures et demie, la chronique de ce soir, Corentin n'avait pas du tout cette forme-là. Encore une fois,
J'ai voulu m'y prendre à l'avance, j'ai écrit quelques lignes hier soir, puis j'ai écrit le gros du texte ce matin entre deux moments de calme à mon boulot, et puis finalement, j'ai tout effacé. Euh, à la base, je voulais pousser un coup de gueule. Bah ouais, ça arrive. Et pour une fois, c'était pas envers un club dont je ne citerai pas le nom, mais qui joue quand même en Russie avec Alex Jvel. Euh, C'était juste une gueulante sur cette détestable sensation que quoi que tu fasses, rien ne fonctionne si tu ne vas pas chercher le buzz ou faire le racoleur. Dans cette chronique qui n'existe plus, je parlais d'Euroleague pour la défendre un petit peu, de Jeep Elite pour la descendre, car en ce moment elle me fait un peu beaucoup de peine, de Nando De Colo, de la formation à la française et même de la NBA. J'avais même réussi à caler des citations de Yann Bonato et de Laurent Sierra pour justifier que nous aussi, on pouvait et on savait parler de notre championnat. J'essayais dans cette chronique de rappeler que si l'on parlait de reliques chaque semaine, on était des fervents défenseurs du basket européen sous toutes ses formes et que depuis le premier confinement, on avait quand même pas mal inondé les ondes, que ce soit pour les différentes Coupes d'Europe, des portraits de joueurs, des reviews de matchs de légende ou tout simplement pour parler des championnats domestiques. Mais finalement, je me suis dit que pour répondre aux éternels insatisfaits, rien de mieux que de croire en ce que l'on fait et de parler avec ce qui nous anime depuis bientôt un an, la passion. Alors pour notre plus grand plaisir, je vais rappeler que depuis le début de saison, je prends mais beaucoup de plaisir à voir les meilleures équipes européennes se disputer ce qui reste pour le moment et jusqu'à preuve du contraire la plus belle coupe européenne. Qu'au lieu de trouver des critiques à émettre, je profite juste des dernières danses d'un Printezis ou d'un Spanwis. Ah, Que je dis vois pas ça, émerger arrête. Je suis triste, faut pas. pourtant. Et je vois émerger une génération avec beaucoup de classe et un talent de fou. Je parle ici d'un Marius Grigonis, d'Alberto Abalde ou de Georgios Papagiannis. Je vois ça que chaque semaine, les stars de cette compétition l'amener à un niveau qu'elle n'a peut-être jamais connu. Qui ne prend pas son pied devant Nicolas Mirotic, Mike James, Nando De Colo ou Walter Tavares? Qu'à défaut de chercher le diable dans le détail, je préfère me concentrer sur l'essentiel, c'est le terrain. Je suis pas ce genre de personne qui vient dans une salle de basket juste pour le show autour et qui finalement ne retient rien des 10 mecs sur le terrain, si ce n'est que les pom-pom girls dansaient bien pendant le temps mort et que la bière à la mi-temps était bonne, quoique un peu chère. Ah, les enfoirés, ils augmentent le prix pour payer des joueurs qui se bougent pas le cul. Bon, je m'emporte un peu, mais vous avez capté l'idée. Je n'essaierai pas de faire de lien entre la blessure de Nicolas Milutinov, le Covid, le fait que l'Euroleague est une ligue fermée et elle ne veut parler que d'argent. Merde à force. Moi, ce que j'ai vu, c'est un athlète de haut niveau touché par l'un des facteurs qui existent en sport, la blessure. En Euroleague, on veut nous parler des Américains. Pourtant, le leader statistique à l'évaluation est espagnol, il est serbe pour les rebonds, russe pour les passes et grec pour les contres. Les coachs qui nous font kiffer chaque semaine viennent d'Italie, d'Espagne, de Serbie ou de Lituanie. Au scoring, on retrouve 5 Européens dans le top 10, sans compter Larkin et Wilbekin, dont les passeports sont turcs. Et puisqu'on est dans une époque où il faut tout comparer, et que je reste, moi, le premier des casse-bonbons, je prends donc la BCL comme comparaison, où là, on a 8 Américains et un Anglo-Canadien sur les 10 de ce top. Je rentre pas le débat, mais vous avez compris où je veux en venir. Bon, puisqu'il faut faire vite, pour ne pas qu'on nous écoute en accéléré comme c'est le cas chez certains, je vais la jouer Miss France pour conclure. La guerre c'est mal, la paix c'est bien, arrêtez de critiquer, oulala c'est pas cool. Je tiens à remercier ceux qui apprécient vraiment notre boulot, les autres Osef. Bon allez, il est temps que j'aille mater d'autres matchs. Bonne soirée les amis. Eh, tu peux pas t'arrêter là, si tu veux vraiment faire Miss France, faut que tu fasses le défilé en maillot. Ça, ce sera réservé, ce sera en off. Merci Romain, ça fait du bien et je partage entièrement tout ce qui a été dit. Je me permettrai simplement de rajouter que la FIBA Europe Cup a commencé cette semaine et qu'elle est gratuite sur YouTube. Je me suis régalé à voir mon équipe de cœur, l'Iraklis Salonique, gagner ses 3 matchs. Il y a également aujourd'hui la BCL Americas qui commençait avec les clubs sud-américains et je vais me régaler à voir Obras, mon club argentin préféré. Voilà pour ceux qui veulent voir autre chose que de l'Euroleague. Pour nous, on vous dit rendez-vous la semaine prochaine. Merci Romain, merci à tous de nous avoir suivis et continuez de kiffer l'Euroleague. Ciao ciao. Salut à tous.